Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de Jujutsu Kaisen saison 2, épisode 2 également. On rentre dans le vif du sujet, c'est un épisode où finalement il n'y a pas énormément d'éléments d'action et de choses en parallèle. Finalement, il n'y a même qu'un seul truc, il n'y a qu'un seul plot, j'ai envie de dire. C'est qu'il faut protéger notre cher plasma stellaire, donc c'est-à-dire Liko Amanai. Donc vous l'appelez comme vous voulez, Amanai ou Liko selon, si vous regardez l'animé ça sera plus Amanai j'imagine. Liko c'est dans le manga, c'est son prénom, mais Satoru et Suguru ouais, l'appelle du coup par son nom de famille, vu ils sont pas familiers avec elle, c'est pas leur meilleur ami dans la vie. Non. Truc par contre qui est intéressant dès le début de l'épisode, t'as vu? Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincap, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. C'est que on apprend que le plasma stellaire, donc Liko, est au courant en fait de ce qui va se passer avec Tengen. C'est comme si elle avait été mise au courant depuis son enfance. Ouais. On apprend que ses parents sont morts et que c'est avec cette information qu'elle vit en fait. Elle se prépare elle-même à devenir Tengen en fait. Ouais, ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce qu'on l'a pensé naïve, vierge de toute information, voilà. Et puis bon, on allait sacrifier la brebis égarée, tu vois. J'exagère, je caricature, mais c'était un petit peu comme ça que j'avais l'impression d'avoir saisi le message. Mais pas du tout en fait. Elle fait ouais, je vais devenir Tengen, Tengen va devenir moi, je vais transférer mes idées, on va fusionner, on va devenir un être supérieur. En gros, voilà, elle s'enjaille du fait qu'elle puisse devenir Tengen. Je pense qu'elle le vit pas comme un sacrifice où elle va plus exister. Donc est-ce de la naïveté extrême ou est-ce que je sais pas, Après oublie pas qu'elle a plus ça change beaucoup de choses. Elle a plus de famille. Moi, je vois ça comme ça. Je vais vous l'exposer comment je vois le truc. Elle est orpheline. Elle a perdu ses parents. Dans la fiche du manga, c'est pas dit dans l'épisode. Dans l'épisode, on nous dit juste qu'elle a perdu ses parents. Dans la fiche du manga, on nous dit que ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle n'avait que 4 ans. Depuis, elle vit avec Misato. Donc c'est Kuroi. Je crois pas qu'on dise le prénom de Kuroi dans l'épisode. Donc c'est Misato Kuroi en fait. Qui est donc sa maid, comment on peut dire ça, sa servante. Oh, c'est sa mère adoptive aussi. Mais pour moi, comme le dit justement Geto dans l'épisode, elle est aussi sa famille. Et vu qu'elle est sa famille, vous allez voir que très certainement, il y aura un truc qui va faire changer Liko, où elle va se dire « Attends, mais non, ma seule famille, c'est Kuroi, je veux pas la perdre, etc. » D'autant plus qu'à la fin de l'épisode, vous avez vu Kuroi se fait enlever. Et je pense que pour le moment, comme elle est orpheline, elle a toujours vécu seule, mais avec cette seule servante comme seule personne pour l'accompagner, elle s'en fout de mourir. Donc, en fait, devenir Tengen, enfin, ou plutôt que Tengen prenne son corps, parce que c'est ça qui est censé se passer normalement. Elle se fait un peu un film en mode je deviens Tengen, il devient moi. À mon avis, c'est pas tout à fait ça. Mais ce truc qu'elle se monte, c'est certainement en fait une motivation qui l'a fait se sentir spéciale en fait. Elle a rien en fait cette fille. Donc je pense véritablement qu'elle va peut-être changer d'idée au cours de la saison et qu'elle va dire ah non, je veux pas devenir Tengen en fait, moi je suis bien avec Kuroi, ma servante, commencez pas à vouloir mettre des gens dans mon corps. Voilà. Ouais, c'est peut-être le sentiment biaisé d'être élu quand t'es fragile de par malheureusement ce que t'as vécu dans la vie, peut totalement effectivement changer ou aveugler une personne sur les priorités peut-être, et elle va s'en apercevoir au fur et à mesure peut-être des événements, des relations. En tout cas, tu parlais de cette petite différence. De manière générale, on remercie Yo qui nous fait un petit compte-rendu des différences. 3 chapitres sont couverts, 67 à 69, mais pas de grande différence. Clairement, voilà, il y a une différence sur la prime qui est annoncée, mais c'est juste annoncé de manière différente. L'âge, tu l'as dit. On a à un moment donné, tu parlais de Kuroi, quand elle est en action. Bon, Suguru s'étonne vraiment sérieusement, on va dire, dans le manga du fait qu'elle sache Statan. Là où dans l'animé, bon, il est un petit peu plus détaché, il s'en étonne quand même. Donc voilà, c'est des petites variantes. Pourtant, c'est logique. Grande différence notable. Moi, j'ai trouvé ça logique quand j'ai vu Kuroi passer à l'action. Je me suis dit, c'est logique. Je veux dire, elle est la servante du placenta stellaire, de la personne la plus importante pour les exorcistes, qui doit être le nouveau corps de Tengen, qu'il attend depuis tant de temps en fait.
Donc tu mets pas une random. Surtout qu'elle a plus personne d'autre pour la protéger. Elle n'a qu'une servante. Sa servante, il était logique et légitime qu'elle maîtrise au moins les arts martiaux comme on le voit dans cet épisode. Donc je trouvais ça logique. Je me suis dit, ouais, bah, normal, hein, tu vas pas mettre une random pour la protéger, quoi. Par contre, petite scène rigolote, on va dire, en tout début d'épisode, quand t'as le gars là comment il s'appelle, les Q là, les Q, on va le prononcer en anglais parce qu'en français c'est très bizarre de dire les Q. Donc ça veut dire un autre truc. Quand t'as le gars qui se fait capturer par le fléau de Geto, tu veux le lécher. Ouais, ça s'en fout ça. Mais t'as plutôt Chloé qui arrive sur le dos d'un fléau dans le normal. Je me suis dit, oula, elle s'est vite accoutumée, elle, au truc bizarre. Tu vois, en mode, c'est ses potes, ça y est, c'est son animal de compagnie, limite, tu vois. Un vieux minotaure dégueulasse et tout. Bon, écoute, ou un Pokémon. En vrai, dans Pokémon, ça me choquerait pas. Là, bon, tu te poses des questions, quoi. Et du coup, bah, au-delà d'effectivement de toute cette, ce sauvetage, on va dire, hein, de Liko et de tous les détails que tu as notés, il y a des choses que j'ai absolument pas compris. Soit je suis teubé, tu me diras si t'as compris, mais le Q il se fait démanteler au début. On nous dit ouais, Bayer fini, Gojo il fait même une testasse de teubé, le c'est fini. Ouais, le Q, ouais, le il se Q. fait démanteler. Voilà. Qui eux veulent la peau de Liko, puisqu'ils veulent le tuer, ils veulent éviter que le culte s'installe. Voilà. Donc c'est pour ça que Gojo et Suguru tentent de la sauver. Mais Gojo et Suguru sont pas non plus normalement pour l'application du culte, mais bon, ils font leur travail. On est d'accord. Jusque maintenant, tu me suis. On est logique. Bon. Et c'est qui cet enfoiré là dans son bureau qui est comme ça avec son ordinateur qui fait et qui met justement à prix la tête de Liko, parce qu'il est marqué mort ou vive. Donc à un moment donné, je pensais que c'était le culte abyssal de Mekorones là. Mais ils la veulent vivante. Donc, pourquoi mort ou vive? Parce que vive, je veux bien comprendre, mais morte, elle te sert à quoi si elle est morte? Donc je sais pas s'ils font partie du culte, si c'est une troisième organisation qui est neutre, mais qui veut juste se servir de cette notoriété du fait qu'elle est le placenta stellaire, et du coup ils se disent il y a de l'argent à se faire parce que bah si on la capture on peut revendre la fille et se faire du pognon. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas qui ils sont en fait. Il y a pas mal de zones de flou, hein, notamment avec Fushiguro. Donc on se posait la question du coup. Le gars c'est un Zein. Donc on vous le répète comme on l'avait dit dans la précédente review, mais il est de la famille de Maki, de Mai. Mais a priori on nous a dit dans les commentaires une des possibilités qui fait qu'il change de nom, c'est qu'il ait été adopté. S'il a été adopté par la famille Fushiguro, effectivement il devient un Fushiguro, parce que c'est pas en se mariant logiquement que tu changes de nom si t'es un gars, je pense. Hein. Mais toutes les scènes avec ce personnage sont assez floues. D'ailleurs il y a une théorie que t'avais dans la dernière review, je me suis dit elle tombe à l'eau, quand t'as l'autre gars il fait alors comment va Megumi au fait il fait Megumi c'est qui celui-là? Tu vois, Megumi, donc c'est tête de brosse, hein, pour ceux qui n'ont pas la mémoire des noms et qui ont vu que la saison 1 de Jujutsu, peut-être vous avez oublié. Donc c'est ce gars-là. Il s'en souvient pas, donc là Megumi est certainement enfant à cette époque-là, mais si c'est pas dire que cette tête-là c'est Megumi, il doit pas être très proche du personnage. Donc il est rentré dans la famille Fushiguro de Megumi, mais visiblement il a pas l'air de le connaître. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans la famille Fushiguro parce que il a décidé de faire quelque chose pour protéger Megumi ou parce qu'il était pas d'accord avec certaines idées ou je sais pas quoi. Visiblement. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ça. Si on théorise par rapport à ce qui vient de... Moi, je pense que c'est son père. Comment ? Moi, je pense que c'est son père. Moi, je pense que c'est son père. Mais quand il a répondu c'est qui lui, je me demande s'il renie pas son fils en fait, ou qu'il a une relation très spéciale avec lui, parce qu'effectivement je sais pas trop l'âge qu'il a Megumi à ce moment-là, mais si on part du principe que Megumi commence déjà à avoir des capacités innées d'exorciste, et il dit à son père ouais je veux devenir exorciste ou je sais pas quoi machin. Toji, là, Fushiguro, il est dépeint comme un tueur à gages qui tue les exorcistes. Donc s'il dit, toi tu veux devenir un exorciste, ce que moi je déteste et que je tue, allez vas-y c'est bon, fils de merde, j'en veux pas. J'exagère, je caricature, hein, ne faites pas ça chez vous.
Mais du coup, il le renie. C'est pour ça qu'il fait alors Megumi va comment? Il fait Megumi, c'est qui? Mon fils que je renie. Ouais, ou alors c'est un coureur de jupons et là il vient d'arriver dans l'autre famille où il a été adopté, mais il peut pas dire qu'il est en train de coucher avec la madame Fushiguro et que bah du coup il a un fils. Pourquoi pas? Peut-être il a 12 fils le gars et l'autre il lui dit bon Megumi comment il va parce que là c'est sa nouvelle famille présentement. Il fait Megumi c'est lequel celui-là putain. Megumi. J'espère juste qu'il est pas comment on appelle ça j'allais utiliser un autre terme, mais merde, comment on appelle ça? Quand tu oublies, là, quand tu perds ta mémoire, là. Alzheimer. C'est possible que ce soit Alzheimer, mais non, quand tu as eu un accident et tu dis, bon, voilà, écoutez, t'as le docteur qui fait ça, il remue sa tête, parce qu'ils font ça avec le docteur. Là, en ce moment, il a une période d'amnésie. Ouais, une amnésie. Tu vois, il suffit que je fasse le médecin, c'est revenu tout seul. Imagine, il a une amnésie qui fait qu'il s'en souvient pas, je sais pas, j'y crois pas trop, mais bon. Va savoir, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de zones d'ombre. Ouais, beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de scènes un peu inutiles avec ce personnage. Hein. Très slice of life pour nous montrer qu'il va avoir une importance dans l'arc. Mais disons que toutes les scènes au restaurant où il fait des paris, ou même quand il est dans les gradins en train de faire des paris, où on voit qu'en fait il dépense l'argent qu'on lui a donné inutilement et il essaie de le regagner ensuite. Bon, c'est pour nous montrer le caractère du personnage, c'est pour nous faire une construction, mais c'est très lent pour pas grand chose, puisque t'apprends pas grand chose en fait. On va dire que le seul moment où tu es censé apprendre quelque chose dans cet épisode, au-delà du fil rouge que tu as souligné, c'est qu'on a un petit aparté sur le pouvoir de Gojo. Bon, je suis pas sûr que vous ayez tous compris. Ouais, c'est ça le problème. C'est le seul truc qu'on apprend vraiment. Bon, outre le fait que Liko est d'accord pour devenir Tengen, c'est effectivement Gojo qui dans cet épisode explique son pouvoir. Et là, il y en a qui ont dû dire, wow, super et tout, on va comprendre quelque chose. Bon. Non, Bogdanov, tu comprends. T'es pas Bogdanov, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, de ce que j'ai compris, dis-moi si c'est comme ça que tu l'as compris et dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais pour totalement simplifier, parce que entre on matérialise des convergences d'après la théorie d'Achille et de la tortue, arrête. Je veux dire, l'adolescent lambda, il va rien comprendre à ton truc. Moi, j'ai compris que le gars, il maîtrise l'infini et que entre lui et son adversaire, il crée une infinité, on va dire des milliards de, comment je peux dire ça, d'espace-temps ou de séries ou je sais pas quoi, qui fait qu'il y a des milliards de possibilités. Et quand le gars envoie un coup, il y a une chance sur 150 milliards que le coup arrive sur la tête de Gojo parce que il a matérialisé une infinité, voilà, d'univers parallèles, de mondes parallèles, de je sais pas quoi, bref, physique quantique si tu préfères. Voilà, du coup, bah, c'est pour ça que tu as un ralentissement de l'espace-temps, une sorte de trou noir. Voilà. J'essaye de me simplifier la vision du truc, parce que si je dois commencer à faire un bac plus 8 à chaque fois que Gojo attaque, je pense fin de la saison 2, on a fait une crise d'épilepsie. On a 60 ans à la fin de la saison. Et le gars, à chaque fois qu'il fait une attaque, tu fais bac plus 8. Je pense que c'était mal. Par contre, moi, bon, ce qu'on comprend bien évidemment, c'est que dès qu'il y a une attaque, rien ne peut le toucher, puisque les trucs sont ralentis au moment où ça s'approche de lui. Donc c'est comme s'il y avait une délimitation, une zone autour de lui. Voilà, peut-être on peut manifester ça par une aura, allez savoir. Et un autre pouvoir que j'ai trouvé intéressant, c'est lorsqu'il arrive auprès du cosplayer Japan Expo, là, avec son sac plastique sur la tête. Ça m'a fait penser à un personnage de Jojo qui, avec son stand, il enlève des trucs. Ça fait bouillon. Et puis il peut enlever des trucs vraiment de l'espace. Il peut même enlever du vide. Bon, vous dites comment on peut exprimer ça. Bah, par exemple, si Max est à 2 mètres de moi, que j'utilise le même pouvoir, j'enlève du vide, j'enlève 1 mètre, il se retrouve plus qu'à 1 mètre de moi en fait. Mais vraiment, il pense pas avoir bougé, mais il n'est plus qu'à 1 mètre de moi. Bah là, j'ai retrouvé un peu un truc qui m'a semblé similaire, en tout cas dans la mise en scène. Son pouvoir ne s'exprime pas pareil évidemment, mais au moment où il se retrouve directement, bim, dans la fenêtre, et déjà auprès du cosplayer Japan Expo, prêt à lui savage sa tête. Et on voit peut-être là comment s'exprime son pouvoir dans un second temps, puisqu'il tente une attaque et il dit « Ah zut, ça n'a pas marché ». Première lecture, tu te dis « Ah, il maîtrise pas encore ce pouvoir là, l'espèce de Reigen de Uramichi Yusuke ». Deuxième lecture, tu te dis « Ah, si c'est son pouvoir de l'infini aussi qui fonctionne sur ça »,
Effectivement, peut-être que la probabilité de lâcher son rayon, là, n'a pas fonctionné. Tu vois, il est tombé sur un des trucs aléatoires où il ne lance pas son rayon. Voilà, j'ai compris ça comme ça. Moi, je l'ai plus vu comme un raccourci de l'animation où en fait le gars il était déjà loin et il a tout en utilisant un petit peu le truc des trous noirs, en fait il aurait attiré son ennemi qui s'est retrouvé collé, un peu comme à un moment donné quand il porte Kuloï, tu vois. Il est en train de courir et puis il fait je vole, et du coup s'il crée des pseudo, il arrive à attirer les gens, je sais pas quoi, ou il imite les trous noirs ou quoi, mais il arrive à, tu vois, le gars, il doit avoir un QI, Gojo, laisse tomber. Mais du coup, genre, il arrive à maîtriser la quantité de gravité inversée qu'on peut retrouver dans un trou noir pour faire en sorte que, la personne est attirée sur sa main. C'est pour ça qu'il arrive à tenir, sans lacérer, Kuloï, et que là, il a attiré le gars vers sa main. Je l'ai vu un peu comme ça, comme il a pas tiré vers sa main, vu qu'il s'est attiré lui-même vers le gars, en fait. Oui, il s'est attiré, mais tu vois, c'est une sorte de... Je pense qu'il retire pas à la manière de Jojo, mais bon, soit il attire, soit il se colle et il avance, enfin, j'en sais rien. Mais ça répond pas à ma question sur le Raiden, en fait. Non. Non. Écoute, ça, cette question-là... D'ailleurs, le gars, il est revenu sur un truc, mais pas sur le... Raiden, écoute, Raiden. Bon. Je sais pas. En tout cas, voilà, bref, on va pas faire 2 heures sur le pouvoir de Kuloï, Jojo. elle a été capturée. Ouais, elle est capturée et c'est la panique à bord. On se pose la question de ce que foutait du coup Geto, parce qu'il est censé Suguru est avec, il fait ses manières genre beau gosse et tout, tu sais te battre. Elle se fait capturer. Tu sais ce que j'ai pensé? Parce que dans tout cet épisode, encore une fois comme dans le premier épisode de la saison 2, Geto, c'est le plus humain des deux. Entre Gojo et Geto, c'est Geto. Il lui dit des trucs, même à Kuro, il fait en fait c'est parce que t'es sa famille, c'est pour ça. Il joue même sur l'émotion avec le vieux, etc. Est-ce que ça traduit pas quelque chose au moment où il lui fait voir son chien parce qu'il va mourir? Est-ce que ça traduit pas finalement aussi un élément de manipulation de la part du personnage, ce qu'on voit ensuite plusieurs années plus tard, en saison 1 notamment? Parce que je me suis dit, ça pourrait être justement un élément de manipulation, puisque il dit des mots finalement assez justes et assez humains à Kuroi, qui va faire que elle va se sentir d'autant plus investie dans sa mission. Mais de l'autre côté, il est censé être avec elle. Comment elle a pu disparaître? Est-ce que lui ne fait pas double jeu, tu vois? C'est-à-dire que le personnage qu'on essaie de nous dépeindre comme étant le plus humain dans le groupe, dans cette saison pour le moment, est-ce qu'il fait pas déjà double jeu? Parce que n'oublions pas la scène d'introduction de l'épisode 1. C'est Geto en train de manger des fléaux et en train de dire que c'est un goût de torchon rempli de vomi, tu vois. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être qu'on le pense gentil comme tu l'as souligné et qu'en fait, depuis le début, il a manipulé tout le monde, hein. Même son propre meilleur ami, peut-être même jusqu'à cet épisode de Tengen parce qu'il veut devenir un nouveau Tengen ou le nouveau gars qui manipulerait les choses et il attendait depuis le début je sais pas. On verra, mais ouais, c'est chelou. C'est très chelou cette histoire de Kuloï capturé. C'est le nouveau générique du c'était la petite chansonnette de fin. On espère que vous avez kiffé cet épisode. Dites-nous si vous avez des réponses à toutes les zones d'ombre et surtout si vous êtes lecteur du manga, que vous savez un peu plus nous donner des informations, faites-le. Mais si ça spoil, ne le faites pas ou alors vous descendez plusieurs lignes s'il y a partie spoiler. Ouais, par contre, juste, j'aimerais savoir pourquoi il se bat contre Genma, Saotome Genma, le père de Ranma dans Ranma 1,5. Geto, ça j'aimerais savoir. S'il y a quelqu'un qui a l'information, ça m'aiderait beaucoup, je pense. Ça m'aiderait beaucoup à savoir pourquoi Genma apparaît pour faire un petit cameo. Voilà. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max, abonnez-vous. Des bisous. Ciao.